Monsieur Rodier, rapport 2014 sur la qualité et le prix de l'eau. Oui, bonsoir. C'est un rapport un peu formel que je dois présenter chaque année. Il reflète en fait plus ou moins l'ensemble de ce qui s'est fait sur l'eau, l'assainissement. L'assainissement étant composé de deux parties, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Je vais essayer de synthétiser ce que contient le rapport. Tout d'abord, je veux annoncer une nouvelle qui est un peu liée. Nous avons deux sources d'approvisionnement en eau, principalement des petites sources à l'est, sur les villages est, mais principalement deux sources. Donc une source qui est à Paladuc, vers le barrage de la Muracte, et une source qui est vers Felay. Nous sommes en mesure, depuis maintenant 2-3 semaines, je ne me souviens plus exactement, d'amener de l'eau du bas de la ville vers le haut de la ville, et ce, pour une semaine pratiquement entière. Et sans utilisation aucune, en fait, de la source du barrage de la Muracte. C'est-à-dire que dans une période de difficulté d'approvisionnement sur le haut de la ville, on sera en capacité malgré tout de maintenir l'apport en eau potable sur l'ensemble de la ville. Pour préciser plus ou moins ce qui est demandé dans ce genre de rapport formel, il y a des demandes très statutaire, genre rendement du réseau. Donc notre réseau est aux normes, même si il n'est pas d'une excellente qualité, parce que le rendement est de 77,3%. En théorie, un rendement doit être de 80%. Après, il y a un décret dérogatoire qui fixe toute une série de d'écrêtements, et le rendement seuil, c'est-à-dire le rendement au-dessous duquel nous ne pouvons pas tomber, est de 67%. Donc nous sommes dans les normes, mais il faut quand même comprendre que le réseau n'est pas non plus disons qu'il est vieillissant. Pratiquement 40% du réseau a plus de 60 ans, et 60 ans, c'est l'âge où l'on estime qu'il faut refaire un réseau. Les contrôles et conformités sanitaires, nous avons fait en particulier, c'est des analyses réglementaires faites soit par l'agence de l'eau, l'agence de la santé, soit par autosurveillance, donc par la SOR, et nous avons eu quelques petits problèmes de microbiologie pour l'ARS, mais qui sont tout à fait on va dire dans la lignée des années précédentes. Les travaux d'investissement ont été faits pour hauteur de 594 937 € hors taxe. Pour les perspectives, alors le problème un peu de ce genre de dossier, c'est qu'en théorie, la SOR doit nous fournir des chiffres pour que nous puissions être en capacité de rendre ce rapport en juin, et comme vous le voyez, nous sommes en décembre, et nous avons eu les chiffres il y a à peu près 1 mois et demi. Donc je suis en train de parler d'une année qui est pratiquement, enfin c'est même plus de l'histoire, c'est pratiquement de la préhistoire, et donc les perspectives, c'est ce qui s'est passé au cours de cette année, en particulier donc la réhabilitation des surpresseurs, qui a permis justement cet apport de l'eau du bas vers le haut de la ville. Pour ce qui est de l'assainissement, nous avons un réseau qui est assez complexe, composé de 6 microstations et d'une station d'épuration. Nous avons toujours donc des problèmes de plus en plus récurrents d'effondrement de réseau. Je vous ai fait parvenir il y a à peu près, je me souviens plus si c'est 6 mois, mais enfin dans ces eaux-là, une lettre qui nous indiquait que sur le centre-ville, les réseaux d'assainissement étaient considérés par un de nos bureaux d'études comme en état de ruine. Donc là aussi, on a des perspectives de travaux, de rénovation engagés.
La station d'épuration, nous sommes toujours dans le même type de problème dû aux boues. Comme vous le savez, nos boues ne sont pas traitables parce qu'il y a des métaux lourds à l'intérieur de ces boues. Et en plus, on a un gros problème avec la serre qui doit permettre de déshydrater les boues et qui ne fonctionnent pas très bien. Et nous sommes toujours en procès pour vice de forme, en fait. Nous avons une partie assainissement qui est liée avec le syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy, Celles-sur-du-Rôle, la Monnerie et nous-mêmes, pour à peu près 1000 habitants, donc qui est quand même important. Donc, nous avons une partie de notre assainissement qui va sur la station des Martinets. Nous avons engagé des travaux d'assainissement pour cette partie de 516 291 € hors taxe. Et pour une facture 2014, donc c'est des factures type, ce qui nous est demandé, en fait, c'est une facture pour 120 mètres cubes. Le total d'une facture est de 513,26 €, toutes taxes comprises. Sachant que par mètre cube, le prix de l'eau et assainissement est de 4,28, l'eau potable étant à 2,25 € par mètre cube et l'assainissement 2,03. La dernière partie concerne... Juste une question, c'est que ce que vous dites ne correspond pas à ce qui est projeté. Alors, on est un peu perdu. Pardon, excusez-moi. Alors, il faudrait vous accorder vos violons là. Merci. Oui, donc nous sommes après... Bon, excusez-moi, je ne savais pas qu'on projetait derrière mon dos. Il faut garder la souris. On me cache des choses. Ne fais pas la souris. Ce matin. Donc moi je suis sur le Spank. Donc c'est après. Ouais, donc voilà, vous avez ici la facture 2014. Donc vous voyez la part eau potable et la part assainissement. Et en tout petit en bas, vous avez le prix de l'eau par mètre cube et le prix de l'assainissement par mètre cube. Donc, j'imaginais en fait que le document n'allait pas être projeté, donc j'essayais d'être beaucoup plus synthétique que le document lui-même, excusez-moi. Vous voyez en fait le prix de l'eau pour 120 mètres cubes qui augmente de 2011 à 2014 du coût de l'inflation, puisque les taux ont été maintenus au cours de ces dernières années. Ici, la répartition, alors vous avez deux types de répartition. Une répartition eau, assainissement et ce qui correspond à l'État et l'agence de l'eau, principalement la TVA d'ailleurs, pas que la TVA, mais principalement la TVA. Et en bas, la répartition par entité. Comme vous le savez, tout ce qui concerne le fonctionnement est du ressort de la SOR. Et tout ce qui concerne les investissements est du ressort de la ville. Donc vous avez pour la collectivité 47% de ce qui rentre, 35% pour la SOR et le reste qui correspond aux impôts pour l'État. Oui. Donc le SPANC, donc le service public de l'assainissement non collectif, vous avez ici ce qui a été fait au cours de l'année 2013 et 2014, en particulier tout ce qui concerne les diagnostics qui ont été réalisés. Les diagnostics sont réalisés maintenant en régie. Depuis un an avant notre venue aux affaires. Tu peux passer. Donc, en théorie, les diagnostics des installations devaient être réalisés au 31 décembre 2012. À ce jour, il nous en reste une petite douzaine à faire.
c'est ça, 16 pour 2015. Voilà, donc à ce jour, nous sommes pratiquement... nous avons rattrapé le retard qui était à l'œuvre. Pardon ? En parlant de retard, fin 2013, 80% a été fait à peu près. Il n'y avait pas un gros retard. Non, non, oui, non, je ne veux pas remettre en cause le travail qui avait été effectué par mon prédécesseur, Monsieur Néron. Si, je tiens à préciser. Alors, les perspectives, là, il nous reste évidemment les derniers diagnostics à réaliser, des courriers adressés aux propriétaires compte tenu des délais. Comme vous le savez, en fait, après le diagnostic, un certain nombre de délais sont exigés par la loi. Pour ce qui concerne tiers, c'est 2, 4 et 8 ans. 2 ans étant des diagnostics, on va dire point noir, c'est-à-dire où la filière est à refaire. 4 ans, un diagnostic qui est en demi-teinte, on va dire, où une certaine partie de la filière est à refaire. Et 8 ans, c'est simplement la période à partir de laquelle un nouveau contrôle est effectué. Et nous accompagnons donc les propriétaires dans les réhabilitations de leur installation existante, tout particulièrement d'ailleurs en ayant pris comme service public de l'assainissement non collectif une compétence qui nous permet de demander des subventions au nom de, c'est-à-dire que c'est le SPANC de la ville de Thiers qui s'occupe de monter les dossiers de subventions, en particulier vis-à-vis du département. Voilà. J'annonce Monsieur Vatin lors de la commission, parce que ces dossiers ont été présentés en deux commissions, la commission municipale et la CCFPL. Monsieur Vatin m'a fait remarquer qu'il serait bon que les conseillers municipaux qui le souhaitent aient connaissance non pas simplement des problèmes techniques, mais aussi des solutions et donc évidemment des visions politiques que l'on pourrait avoir, des visions politiques qui pourraient être un peu divergentes suivant les choix qui pourraient être effectués, et pour que tout le monde ait la capacité justement de statuer sur ce qu'il faudrait faire plus tard. Et moi je propose que courant février, nous puissions tenir une commission qui serait ouverte là à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc, juste avant de poursuivre, il n'y a pas de vote, c'est un rapport. Juste avant de poursuivre, Monsieur Lionel André a dû partir, donc il laisse procuration à Madame Brodin. Donc, Monsieur Rodier, on continue sur la subvention de réhabilitation. Le dossier qui suit est en lien direct avec ce que je viens de dire. Il s'agit des demandes de subvention pour un certain nombre de personnes pour faire des travaux d'assainissement non collectif. Subvention demandée au conseil départemental. Vous avez sur la page... c'est la page 4. Vous avez l'ensemble des subventions demandées avec les taux de subvention. Donc, le coût global des travaux serait de 78 871,78 € hors taxe et des aides du conseil départemental qui sont malgré tout faibles au regard du coût des travaux qui sont de 14 831,85 €. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme 2016. Et voilà. Juste une question. Y a-t-il en plus des subventions provenant d'ailleurs, un abondement de la mairie ? Alors, il n'y a pas malheureusement de subvention de l'agence de l'eau. Nous sommes considérés comme une commune urbaine, semi-urbaine. Et l'agence de l'eau ne finance des assainissements non collectifs que pour les communes rurales.
Donc c'est fortement injuste puisqu'une commune comme La Monnerie, imaginons qu'on soit juste à la limite entre Bellevue et le côté La Monnerie, deux maisons qui seraient dans un cas tout à fait similaire. Dans un cas, l'agence de l'eau peut financer jusqu'à 50% des travaux. Le conseil départemental finance en fait, elle a deux seuils, 30 et 15% des travaux. Le total sur une commune rurale peut donc atteindre jusqu'à 80% des travaux. C'est donc une aide qui échappe à la commune. Visiblement, l'agence de l'eau est en train de réfléchir pour changer son fusil d'épaule sur justement repenser cette séparation rurale-non rurale. Maintenant, les subventions pour assainissement non collectif sont plutôt en chute. Donc voilà, il y a d'autres types de subventions qu'on essaye d'obtenir. Alors c'est de plus en plus difficile, en particulier l'ANA. Le CCAS a donné une petite subvention, enfin pour un cas, mais voilà, il n'y a pas une politique globale à ce stade de subvention des assainissements non collectifs pour une raison assez simple, c'est que le coût des travaux, si véritablement on voulait financer l'ensemble des travaux d'assainissement non collectif sur la ville qui ne se font pas et qui ne se feront pas à ce stade au vu des coûts prohibitifs pour la plupart pour un bon nombre de propriétaires, la ville devrait abonder un fonds énorme que nous ne sommes pas en mesure de porter. Oui, mais il ne s'agit pas de prendre en charge le différentiel. C'est-à-dire que c'est pas de payer 100% par la commune, enfin 100% de ce qui n'est pas subventionné par le Conseil général. C'était en tout cas nous un projet qu'on avait décidé de proposer. C'était, on sait qu'il y a des cas très délicats. Il y a vraiment des personnes qui se retrouvent avec leur maison, certes, qui ont pu l'acheter ou en hériter, peu importe, et qui se retrouvent à un moment de leur vie soit avec des moyens limités, et on pensait qu'on pouvait apporter 500 euros, 800 euros, 1000 euros peut-être, en analysant chaque cas, comme on sait le faire quand on veut donner des aides en fonction des besoins réels des gens. Donc on plaide pour que ça puisse éventuellement s'étudier en restant dans une limite raisonnable. Si vous voulez, ça, je pense que c'est une vraie solidarité et qu'on aurait pu imaginer que vous la proposiez. La réflexion est en cours. C'est vrai qu'il y a des situations sur la commune qui sont, on va dire, dramatiques. Il y a des familles qui ont à supporter des coûts exorbitants. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la solution. Alors effectivement, on est tout à fait d'accord. On est en train de revoir, on est en train d'y réfléchir, dans quelles conditions la collectivité peut apporter une aide, quelle qu'elle soit. Enfin, aussi petite soit-elle, mais ça sera toujours une aide. Mais il faut arriver à fixer des règles du jeu qui permettent d'être le plus cohérent et le plus objectif possible par rapport à la contribution de la collectivité. Des fois, on s'est allé très vite pour faire des aides. Le parking gratuit, c'est allé très très vite. Non, donc mais là, il y a quand même eu des aides du CCAS. Si tu compares les tarifs des parkings avec la situation dans laquelle se trouvent les familles liées à l'assainissement, sachant qu'on on nous oblige à faire ça. C'est la loi qui nous oblige à le faire, je le rappelle. Je le dis systématiquement à tout le monde. C'est la loi qui nous oblige, c'est pas la commune donc la loi nous oblige à procéder à un certain nombre de travaux en termes d'assainissement. Ah non, mais c'est pas de ça dont on parle. Oui, les travaux d'assainissement, enfin les sommes, on les connaît. C'est entre 5 000 euros, 8 000 euros ou 10 000 euros environ. Tous les connexions et tout. 8 000 euros pardon. Oui. Entre 8. Je peux intervenir ? Oui, enfin ça dépend, mais enfin autour de 8 000 environ. Alors, mais voilà, si on peut amener 1 000 euros à des gens qui sont dans la grande difficulté, je pense que ça, il faut le faire. Alors, pour répondre en deux temps, évidemment, le CCS a déjà abondé des fonds de 500 euros. Mais un fonds de 500 euros pour des coûts de travaux en moyenne, on parle de moyenne, et vous savez qu'une moyenne, c'est toujours un peu... ça cache beaucoup de choses parce que sur tiers, vous avez des topologies très différentes et on peut monter à des coûts qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros.
Non, j'assure. 50 000 euros, je peux même vous citer le village où les coûts des travaux sont estimés à 50 000 euros. Voilà. Donc 8 000 euros, c'est une moyenne. Vous prenez en coût, imaginons 30% pour les familles qui ont le plus de problèmes financiers et qui vont obtenir les 30% du département. 30% sur 8 000 euros, vous pouvez calculer, c'est quand même peu. Et beaucoup de familles, même avec 500, même avec 1 000 euros de plus, ne pourront pas faire ces travaux. Donc on ne parle pas, justement, le gros problème, c'est que on peut effectivement abonder 1 000 euros, 500 euros, c'est dans nos possibilités, mais c'est très en deçà de ce qui est exigé par beaucoup de familles. Et voilà, si l'agence de l'eau abondait la part de 50%, alors là, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est plutôt sur cette direction qu'il faut travailler que sur l'autre. Oui, ceci étant, si vous accordez une aide, même faible, mais avec un délai en disant les familles qui font les travaux avant fin 2016 auront 500 euros, ça peut inciter des personnes à le faire. C'est tout. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Stéphane, tu continues. Rapport d'exploitation. Il y en a un? Bon, ben, on va mettre le PowerPoint. Donc, oui. Donc, il s'agit en fait du rapport annuel sur le partenariat public-privé sur l'éclairage public. Nous sommes en année 8 du contrat, un contrat qui permet justement de financer l'ensemble des points lumineux et le gros des travaux ont été faits la première voire un peu la deuxième année. Et là, en fait, nous sommes sur des queues de travaux pour toute la fin du contrat. Pour l'énergie, en fait, 27,8% d'économie d'énergie par point lumineux par rapport à l'année 1 et 50 tonnes de CO2 économisées par an. Alors, on parle de points lumineux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la puissance par point lumineux a diminué. Par contre, il y a plus de points lumineux qu'en année 1. Donc, nous n'avons pas une baisse drastique en fait de la puissance qui est utilisée. Pour ce qui est de la maintenance, donc, nous avons eu 176 dépannages, 104 appels sur numéro vert. Je le disais un peu sur le ton un ton un peu comique, mais il y avait Disraeli, un premier ministre anglais, qui disait il y a 3 types de mensonges: les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Les statistiques, il faut toujours les prendre avec des pincettes, et tout particulièrement, évidemment, les numéros d'appel, parce qu'il y a toujours moyen de passer, en particulier par les services techniques, et donc d'avoir des taux qui paraissent excellents, alors que ce n'est pas forcément ce qui est ressenti par l'usager. C'est vrai pour ce contrat, comme ça l'est pour beaucoup d'autres. Et donc, moi, je suis toujours assez méfiant vis-à-vis de ce type de chiffres. Pardon? Pardon? Reviens sur le... Vous avez le numéro vert. Vous avez un nombre d'appels à ce numéro vert qui est le numéro normalement appelé dès lors qu'il y a une panne ou ce que vous voulez. Par contre, on peut très bien passer par autre chose que le numéro vert. Donc en fait, ce numéro en lui-même n'indique rien. De la même façon que vous avez le taux de panne, c'est forcément le taux de panne de ceux qui sont passés par le numéro vert. Vous voyez? Donc, si.
Soit les pannes qui sont passées par le numéro. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a une panne pendant une semaine, elle est comptabilisée comme panne. Une. Ah, d'accord. Vous avez. Ça dure une semaine. Bah oui, 10 personnes. Si ça dure une semaine, c'est pas. Oui, bien sûr. Il y en a 10 qui ont appelé. Oui, il y en a. Non, mais il y en a 10 qui vont appeler au service technique, pas au numéro vert. Ben, si, c'est grave parce que normalement, enfin grave, c'est pas grave, on est d'accord qu'il y a pire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en théorie, l'entreprise a un jour, pour résoudre un problème. Et donc, évidemment, si vous passez par le numéro vert, votre numéro va être enregistré et ils sont obligés de rendre des comptes sur ce chiffre-là. S'ils passent, comme c'est assez souvent le cas, si on passe par les services techniques pour appeler à leur tour, ben voilà, on ne comptabilise pas du tout de la même façon. Non, mais qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est pas le numéro vert, c'est une aide. C'est un service supplémentaire qui est apporté à la population. Quelque chose d'important, c'était sur le temps d'humour, donc. Et je comprends pas. Non, je sais pas si tout le monde a bien compris, mais c'est de l'humour anglais. D'accord. Mais pourtant, je l'aime bien l'humour anglais. Non, mais ce qui peut être intéressant de voir, c'est surtout le taux de panne. Et le taux de panne, renseignez-vous vraiment. Je pense que si vous affirmez ça, c'est que c'est par erreur et c'est pas volontaire. Renseignez-vous, c'est pas le taux lié au numéro vert. Le numéro vert, c'est qu'un moyen comme un autre. Quand il y avait des pannes. Pour donner un exemple sur le village de Nadal, oui. Il y a eu une panne qui a duré pratiquement une semaine. Voilà. C'est assez typique. Après, c'est revenu vers moi, donc c'est allé vers la société qui s'occupe. Mais c'est pas allé directement par le numéro vert, parce que sinon, dans la journée, normalement, ils étaient supposés répondre Mais non, mais comment dire, l'obligation d'intervenir dans un certain délai n'est pas liée à la provenance de l'appel. En aucun cas, mais vérifiez-le vraiment, parce que ça m'ennuie que vous pensiez ça, parce que c'est pas exact, voilà, c'est tout. Et après, le numéro vert, le seul avantage qu'il a, c'est que si on le communique bien à la population, ce qui est peut-être fait, je ne sais pas si on le rappelle dans le journal municipal, mais enfin bon, avant il y en avait plus souvent, donc on pouvait mieux le lire, mais c'est que c'est gratuit. Voilà, donc les gens, s'ils peuvent l'appeler, ils n'ont pas besoin de se casser la tête, prendre l'annuaire, chercher les services techniques, etc., etc. Non, allez. Mais pas le journal, par contre. Voilà. Pas le journal, c'est pas gratuit le journal municipal, c'était tout. Voilà. Continue, Stéphane. Continuons. Sur les travaux, on passe. Donc vous avez l'ensemble des points lumineux qui ont été changés au cours de l'année 8. 109 motifs lumineux pour les illuminations festives. Pour le rapport financier, nous avons pour ce qui concerne la maintenance et l'entretien pour 105 501 € de travaux. Les travaux financés, donc pour la partie capitale, 120 383 € et les frais financiers pour 50 814. Et les illuminations de Noël, la fourniture et l'installation pour 84 963 €. Ça arrive à terme cette année. Pardon ? Ça arrive à terme cette année. Oui. L'énergie pour l'éclairage public pour un coût de 279,109 €, donc plus 3,3% par rapport à l'année 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que EDF a fait une enquête pour vérifier en fait si nous n'avions pas volé entre guillemets de l'électricité sur certains éclairages, et il se trouve que par année nous leur volions entre guillemets 25 000 €. Donc nous n'aurons pas à payer le retard, puisqu'il sera pris en charge par l'entreprise, puisque ça fait partie du contrat. Par contre, pour l'année prochaine, nous aurons une hausse de 25 000 € par rapport à ces 279 109 €.
Un certain nombre de points n'avaient pas été pris en compte dans le cadre du contrat. Voilà, un certain nombre de points Non, si ça a été... Enfin, ça... avait été oublié. Hein, c'est pas dans le contrat. Avait été oublié par ERDF et donc ils nous ont... mais il n'y a pas que tiers, hein, il y a plein de collectivités comme ça à qui ERDF a voulu faire des rappels et donc il y a eu une mobilisation de l'ensemble des collectivités. Alors, il était demandé comme rappel quand même 4 années, donc 25 fois 4, 100 000. Heureusement que ce n'est pas la ville qui doit le payer. Oui, enfin, c'est pas des kilowatts volés. Non, volé, non, entre guillemets. Ah bah non, bien... non, c'est peut-être par négligence. EDF n'a pas bien géré son truc, voilà. Après. C'est pas EDF qui a pas géré son truc, c'est pour Non, mais les voleurs, c'est pas la ville. Oui, c'est nous qui c'est pas l'avons. EDF qui n'a pas géré. C'est pas, oui, c'est pas C'est EDF. pas EDF qui n'a pas géré. C'est l'entreprise qui n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau des déclarations, me semble-t-il. Bon, ça, c'est l'entreprise. Alors, on va peut-être Par contre, puisqu'on parle d'EDF, je rappelle qu'on est toujours en discussion avec eux hein, pour qu'ils puissent éventuellement nous rembourser ce qu'on a payé pendant des années hein, à tort. Continue. Hein. Ouais. Oui, j'en profite pendant que Stéphane recherche pour rappeler qu'on est toujours en discussion avec ERDF, EDF, hein, pour qu'ils puissent nous rembourser un certain nombre de charges que la commune a supportées à tort. Hein, et je prends souvent, c'est de l'humour aussi, hein, le fait que pendant 10 ans, on a payé un abonnement pour des feux tricolores au carrefour du Moutier. Vous voyez, des choses comme ça. Donc on est en train de régulariser tout ça, cette petite situation, hein, et cumulé, ça représente quand même quelques dizaines de milliers d'euros hein, sur les années écoulées. Donc la discussion porte aussi, hein, en termes de discussion et de négociation auprès d'eux, dans quelle mesure ils seront en capacité de nous rembourser. Ils ne pourront pas, ou nous faire un avoir, j'en sais rien, mais à un moment donné, on a dit stop. On a continué de payer du chauffage dans des bâtiments fermés depuis 10 ans, vous voyez, des choses comme ça. Parce que les compteurs, les abonnements n'avaient pas été interrompus et tout. Voilà, donc c'était une petite aparté aussi pour faire de l'humour. Stéphane, on continue. Alors ici, ce que je vous disais au début, l'ensemble le plus gros des travaux ont été organisés en année 1 et 2. Donc vous voyez l'évolution de la puissance par point lumineux, c'est la courbe un peu verdâtre on va dire, et la courbe en orange, le prix du kilowattheure qui augmente lui. Donc vous avez par la suite ce que nous a coûté en fait le coût de l'énergie de l'éclairage public avec et sans PPP, ce qui nous en aurait coûté si on n'avait pas modernisé l'éclairage public. Et ici, vous voyez le prix. Donc vous avez l'abonnement qui est en bleu, la taxe d'abonnement qui est plus ou moins liée à l'abonnement qui est en rouge, en vert la consommation et la taxe de consommation qui est en violet. Donc vous voyez le coût du prix du mégawattheure qui augmente. Vas-y, continue. Vous avez ici, enfin, c'est un tableau de la maintenance. C'est pas forcément les choses les plus intéressantes. Et ça aussi, tu peux passer. Donc, pour tout ce qui est des prévisions, donc il y a tout ce qui est détection et géolocalisation des réseaux, qui est lié un peu au point précédent. Les travaux de renouvellement programmés, donc il y a la rénovation de la rue Gambetta et de la place Lafayette, la rénovation des derniers luminaires vapeur de mercure, et les travaux qui sont provisionnés pour 53 421,13 €. Donc on a la création de points lumineux, donc il nous reste 52 points lumineux, et un reliquat de travaux programmés. Et le supplément budgétaire dont je viens de parler, donc de 25 000 € par an, qu'il faudra prévoir pour la suite. Voilà, tu peux passer.
J'ai une question concernant le chantier rue Gambetta. Je vous avais posé la question à savoir, est-ce que vous profitiez de ce chantier pour basculer en LED Pour la rue Gambetta? la rue Gambetta, Parce que j'ai encore pas la réponse. Non. Non, simplement ma question, c'est que le LED économise beaucoup d'énergie, tout le monde le sait. Par contre, il y a un coût d'investissement. D'où ma question, lorsque vous faites une rénovation, est-ce que vous en profitez pour basculer tout de suite sur les LED? Pour la rue Gambetta, j'ai pas la réponse. J'ai la réponse pour le rond-point du Chambon dont on a parlé aussi. Le montant d'investissement était de 39 050 € hors taxe et le temps de retour sur investissement est estimé à 14 ans. Donc voilà, c'est... Bon, Très bien. ouais, j'avais la même question, donc elle a été posée. Par contre, on peut se féliciter d'avoir fait des économies d'énergie, effectivement, et d'avoir la facture qui aurait pu s'amoindrir s'il n'y avait pas eu l'augmentation du coût de l'énergie. Donc c'est vrai qu'on va presque arriver à un doublement du coût de l'énergie. Donc derrière, en plus, on est dans des moments où on parle de COP21, etc. Il va peut-être falloir penser à autre chose, et la solution pour réduire la facture, il en existe effectivement quelques-unes, c'était les LED. Donc on voit que pour l'instant c'est peut-être une technologie un peu coûteuse encore. La deuxième, c'est de réfléchir à la quantité d'éclairage qu'on délivre et donc à des coupures éventuelles. Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous avancez? Après, on peut, enfin, le coût d'énergie c'est une chose. Après, on peut aussi, finalement, pour faire un peu d'humour, se féliciter que la scie ait oublié une armoire ou deux, puisque finalement, on aura fait de ces économies pendant quelques années. Pour répondre à votre question, j'imagine que vous le savez déjà parce que j'en ai parlé en commission. Effectivement, il y a une réflexion qui est engagée sur éventuellement l'extinction des lumières publiques pendant la nuit. C'est une réflexion qui doit prendre un temps donné, au moins de pédagogie. Il est hors de question de passer en force sur ce sujet, et c'est une réflexion qui est ouverte pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas débattu. À l'heure actuelle, on est en train de mettre sur la table l'ensemble des apports et des bénéfices que l'on pourrait retirer de cette extinction des feux. Comment on pourrait la faire? Mon premier vœu, c'est déjà on va dire de mettre en débat ce sujet. Donc en particulier le CISEN va s'emparer de ce dossier vis-à-vis des plus jeunes d'entre nous, et par la suite, on verra si on continue à lancer ce débat pour l'ensemble de la ville. Enfin, c'est pas le CISEN qui fera avancer la décision politique, hein. Surtout avec les jeunes. C'est plutôt le CISEN pourra leur expliquer et pourquoi, mais n'attendez pas du CISEN qui vous présente un projet politique sur la réduction de l'éclairage public. Là, c'est pour rien décider dans les 5 ans qui viennent. Et c'est pas les mettre en cause, c'est que c'est pas leur mission, c'est tout. Ça ne m'avait pas échappé, Monsieur Deglon, mais sur ce sujet-là, je pense qu'une attitude non impériale est préférable, c'est-à-dire qu'imposer des choses alors que le débat peut faire peur à certaines personnes, ce qui est tout à fait peut faire peur à certaines personnes, ce qui est tout à fait d'ailleurs logique quand on entend certaines choses. Donc je pense que le temps du débat est quelque chose d'important, et moi j'ai une position. Maintenant, il y a l'ensemble de la majorité. C'est à l'ensemble de la majorité de prendre une position, et je travaille au service de la majorité, de la municipalité, et c'est quand on aura pris une décision véritable que j'en informerai le conseil municipal. On me demandait si l'idée était en germe, elle l'est, mais voilà, je ne vais pas en dire plus parce que la décision n'est pas prise. D'accord, mais enfin, parler d'impérialisme, je me sens pas visé là-dessus, je pense, mais lancez-le le débat, parce que je pense que ça en vaut la peine, et il faut pas l'escamoter, bien sûr, mais s'il est ouvert, c'est encore mieux. Dossier numéro 10.